Salut mes petits permaculteurs. Comme je vous avais dit au début de la chaîne, on est là pour vulgariser un petit peu tout ça et corriger les biais qu'on peut avoir et aussi corriger aussi ce qu'on peut avoir comme remarque. Et Sabrina en a eu une très bonne dernièrement sur sa chaîne, puisque quand elle a présenté sa mare, on lui a dit que c'était un assassin. Ah bah oui. Pour ceux qui écoutent donc en podcast, je vais vous faire la lecture des messages. Donc nous avons flouté son nom, il n'est pas question ici de faire de la délation, mais de prendre les messages qui ont été écrits pour support pour la vidéo. Avec les rebords raides que vous avez fait, votre mare, ça va être un gigantesque piège pour toutes sortes d'animaux. Ce à quoi Sabrina a répondu, oui, c'est devenu plus une réserve d'eau qu'une mare à proprement parler, mais comme nous l'avions expliqué sur notre ancienne chaîne supprimée, il y a bien d'autres points d'eau sur le terrain, ça reste un terrain hydromorphe avec plein de sources partout. Réponse. Et visiblement, ça ne vous dérange pas de faire se noyer bon nombre d'animaux magnifiques. Suite à cela, Sabrina lui a expliqué la biodiversité qu'il y avait sur le terrain, comment on avait aménagé tout ça, comment cette mare était d'abord naturelle, puis ensuite agrandie, puis ensuite bâchée. Et donc nous avons la seconde réponse, puisqu'il ne faut jamais répondre à ce genre de personnage. Donc je vais pas vous lire la première phrase, puisqu'elle n'a aucun rapport avec l'histoire qui nous intéresse. Tu ne supportes pas la critique, alors n'affiche pas tes conneries sur les réseaux. Faire venir la biodiversité pour les faire crever dans ta mare foireuse. Il y a tout sauf de quoi être fier. Parce que, rappelons-le, tout ton pavé grotesque n'est basé que sur une chose. Je te cite, je peux en écrire long, encore sur ton mode de vie que j'imagine de là. Soit un préjugé grossier, sans aucun fondement, juste ta frustration. Donc, bien sûr, c'est Sabrina qui est frustrée, c'est pas elle qui est venue t'agresser sur ta chaîne. Juste ta frustration qu'on te critique parce que tu fais nimp. Ça s'appelle de l'ignorance et il n'y a pas grand-chose de plus méprisable que ça. Je pourrais à mon tour écrire un pavé pour expliquer ma situation et montrer à quel point tu es pathétique. Dis-toi juste, pauvre petite chouineuse, que j'ai bien plus que toi, et ce, depuis bien plus longtemps que toi, et seul. Va voir sur YouTube, il y a plein de gens qui expliquent au benet comment faire une mare intelligemment. Et surtout, change rien, reste dans tes préjugés, ta pleurniche facile et ton ignorance crasse. C'est bien, c'est dans l'air du temps. Tu me diras combien d'animaux tu retrouves morts dans ton trou à pisse, tu pourras sûrement en être fier. Et bien justement, nous allons lui expliquer combien on trouve d'animaux morts dans ce trou à pisse. La mare tue, effectivement. Effectivement, et ça on ne peut pas le nier. La mare tue. Alors pourquoi cette mare elle tue? Si vous vous approchez un petit peu avec moi, le petit caméraman là, cette mare est bâchée. Qu'est-ce qui se passe quand c'est bâché? Il se passe que forcément ça glisse. J'en ai fait les frais puisque je voulais aller chercher quelque chose dans la mare, j'ai fait toboggan et je suis tombé dedans. Donc la mare tue, effectivement. Pourquoi elle est bâchée cette mare? Pour éviter la perte d'eau. Alors, effectivement, il faudrait qu'on n'appelle plus ça une mare, mais une réserve d'eau, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supprimer cette mare, parce que elle tue des choses. Déjà, il faudrait remettre les choses dans le contexte, c'est se demander déjà qu'est-ce qu'elle tue. Pas grand-chose en définitive. Elle tue des rongeurs. Parce que les rongeurs essayent d'aller dedans, puis ils n'arrivent plus à remonter, et voilà. Et ils meurent dedans. Alors, est-ce que je vais pleurer des rongeurs? En réalité, non. Je vais pas pleurer des rongeurs. Est-ce qu'elle tue autre chose que des rongeurs? En fait, non, parce qu'on ramasse ce qui tombe dedans et ce qui meurt dedans. Et donc, on a trouvé que des rongeurs. Donc, effectivement, elle tue des rongeurs. Est-ce qu'elle tue autre chose? Absolument pas. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que on a cette réserve d'eau pour arroser. Donc ici, on a 6000 m² de plantes. On a absolument 6000 m² de plantes. Et ce qu'il faudrait comme réserve d'eau pour arroser 6000 m² de plantes, c'est un point d'eau qui fasse 1500 m³ à 2000 m³. Alors je ne sais pas si vous vous imaginez la surface que ça représente. Ici, il y a
300 mètres cubes. Alors en permaculture, qu'est-ce qu'on réfléchit? On réfléchit à avoir le moindre impact possible sur l'environnement. Divisé par 5 à 7 la réserve d'eau, je pense qu'on a réduit considérablement notre impact sur l'environnement. Est-ce qu'on peut l'éliminer totalement? Bien non. Bien non, parce que les plantes, quoi qu'on en dise, ont besoin d'eau. Maintenant, posez-vous la question de comment on a fait pour réduire les besoins en eau de x5, x7. Tout simplement, on a redonné de la vie à notre sol, on lui a redonné de la vie aérobie, on l'a travaillé, parce qu'il faut savoir qu'on est sur une terre très argileuse, très hydromorphe, dont tout le monde nous disait qu'on n'en ferait jamais rien, parce que jamais rien ne peut pousser dans une terre qui est complètement étouffée. Et aujourd'hui, on a de la terre qui est comme ici, vous voyez. On a de la terre qui est comme là, donc très aérée, très capable d'accueillir la vie. Et on a une biodiversité qui est sur le terrain, qui est très riche. Alors il faut savoir que quand on est arrivé, c'était une parcelle morte. Il y avait très peu de biodiversité. C'était une friche avec très peu de biodiversité, très peu de vie dans le sol. Et aujourd'hui, on compte couleuvres, hérissons, tritons, salamandres, crapauds, grenouilles. Alors des grenouilles de toutes les sortes. Des coccinelles, ça aussi, il faudra qu'on en parle des coccinelles. Puisque on a eu à avoir des remarques sur le fait qu'il n'y a plus que des coccinelles asiatiques, ce qui est vrai. Donc je pense qu'on fera une prochaine vidéo justement sur ces coccinelles asiatiques. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Est-ce qu'il faut les garder? On va voir ça ensemble. C'est pas le but de la vidéo. Le problème, c'est que quand on vient critiquer comme ça les choses, sans prendre donc le contexte, divisé par 7, avec une biodiversité ultra riche, etc., c'est qu'on voit simplement son petit potager qu'on arrose à l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet, c'est très bien, mais bon, c'est très chloré aussi. Il a fallu des infrastructures qui ont certainement un impact sur la biodiversité tout à fait autre que celle-là. Il a fallu mettre des tuyaux sur des kilomètres et des kilomètres. Et il y a quelque chose que Antoine dit très bien, c'est le potager pénitence. C'est-à-dire que dans ton potager, tout doit être parfait, mais à la perfection. Il ne doit pas y avoir un bout de plastique. Il ne doit pas y avoir... Alors je vous arrête, les arceaux que vous prenez déjà, il y a besoin d'une industrie déjà pour les faire. Les P17, il y a besoin d'une industrie pour les faire. Et en gros, les gens pensent avoir une pureté comme ça militante dans leur jardin. Or, la plupart d'entre vous, vous ne produisez pas tout dans votre jardin. Vous avez bien besoin d'un supermarché pour aller faire vos courses. Pour aller à ce supermarché, il vous faut bien une voiture dans laquelle vous mettez du carburant. Et vous empruntez une route. Et puis vous allez après vous garer sur un parking, devant un supermarché qui prend des hectares de terre arable. Et quand on fait le bilan de tout ça, mis bout à bout, eh bien, il y a aussi un impact sur la biodiversité. Seulement ça dans la tête des gens qui disent « Ah, t'as fait un point d'eau bâché, ça tue la biodiversité ». On occulte totalement le fait qu'on utilise des routes. On a une maison faite en parpaing. On a besoin de carburant pour se déplacer. On va dans des supermarchés chauffés sur des parkings goudronnés qui ne laissent pas passer l'eau. Enfin, j'aimerais vous faire comprendre que faire venir de la biodiversité sur un terrain, ça demande de savoir comment la faire venir. Exemple pour les coccinelles, tout simplement, on a laissé mourir la première année nos fèves, bouffées par les pucerons. Par exemple. Ici, comme vous le voyez, il y a une rigole pleine d'eau. Tu la vois là? Il y a une rigole ici, pleine d'eau, qui prend son point un petit peu plus haut là-bas. Donc, comme je vous le disais, nous on est sur une terre hydromorphe, et donc tous les animaux qui ont besoin d'eau, ils la trouvent. Alors vous allez me dire, oui, mais tu aurais pu faire une mare tout à fait naturelle avec de l'argile. Alors on est sur de l'argile ici, on a de l'argile rouge, ocre, verte. Et vous direz ce que vous voulez, mais en plein été, la terre, elle pompe quand même pour devoir gonfler les argiles. Donc on ne garde pas l'eau de la même manière que quand c'est bâché malheureusement. Est-ce que la permaculture dit de faire sans bâche? Ça aussi c'est faux. Bill Mollison parle d'utiliser des bâches. Rien que pour les serres, les châssis, etc. Pour hâter les cultures. Donc là on est clairement sur de la pureté militante de permaculture dogmatique, que dès qu'on voit un bout de bâche, c'est « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, ça tue les animaux, etc. etc. »
Je vais vous apprendre une petite chose, puisque ici on a malheureusement tué les rongeurs. Eh bien il faut lutter contre les rongeurs. C'est la loi, on doit lutter contre la prolifération des rongeurs. Et suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors vous voyez ici par exemple, on est sur la zone où on a récolté nos patates douces. Et qu'est-ce que fait un rongeur? Alors je vais pas vous spoiler la vidéo qui va venir plus tard sur les campagnols. Hein. Qu'est-ce que fait un rongeur quand il trouve des patates douces? Eh ben, il vous fait ça, par exemple, tu vois. Il vous fait des choses comme ça. Il vous fait des choses comme ça, tu vois. Donc là, t'as plus rien à manger dedans. Donc là, tu vois, là, on a une belle patate douce, là, tu vois. Tu vois ici, là, on a un beau pied de patate douce. Et ben, tu vois, regarde dedans. Voilà ce qu'il en reste. Donc en fait, si tu veux laisser proliférer les campagnols chez toi, eh bien, tu auras plus rien à manger. Je vais pas vous spoiler la prochaine vidéo, mais s'il y a un pic de rongeurs et ensuite un effondrement de la population, c'est pour une raison. Je vous laisse réfléchir là-dessus, parce que ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu peux lutter tout à fait naturellement contre les rongeurs. Et effectivement, on ne lutte pas avec la mare contre les rongeurs, c'est vraiment une infime minorité de rongeurs qui est tombée dedans. On a dû en ramasser depuis qu'elle est là, peut-être 10, quoi, pas plus. Alors comment on lutte contre les rongeurs ici? On tue des animaux, hein, mais là, là je suis plus un assassin, là je travaille, je fais de la régulation. C'est amusant de voir comment les gens qui sont dans leur dogme voient les choses différemment suivant la façon dont c'est fait. Si je les attrape dans un piège, je suis un assassin. Par contre, si je favorise, grâce à des tas de cailloux et donc des points d'eau multiples sur le terrain, l'arrivée de couleuvres, qu'on a par dizaines sur le terrain, si je favorise par l'entretien de la haie, l'arrivée des renards, l'arrivée des rapaces nocturnes et diurnes, on a aussi la chance d'avoir des voisins qui ont des chats et donc qui chassent, donc ces rongeurs. Donc là, je ne suis plus un assassin, je profite de la nature pour réguler. Vous voyez, il y a toujours cette image d'Épinal qui est derrière. C'est beaucoup plus cruel hein, de se faire dévorer vivant, hein, je pense. Hein. Faut aussi se mettre ça en tête. C'est assez amusant de voir que quand c'est un animal qui en mange un autre, c'est de la régulation. Si c'est toi qui l'attrapes, tu es un assassin. C'est assez rigolo. Donc là, on a eu le droit au fait qu'on était un assassin hein, et qu'on n'en avait rien à faire de tuer des petits animaux tout mignons. et voilà, et c'est exactement ce type de biais sur lequel on va s'axer sur cette chaîne parce que ils sont encore nombreux à penser comme ça. Et donc là, c'est pas du tout une vidéo qui est travaillée pour ça, c'est vraiment une vidéo réponse. Et je pense que je vais faire un format qui va s'appeler Chronique Carbone, qui va reprendre des choses un petit peu écologiques. Que ce soit les animaux, que ce soit la pollution, que ce soit des articles sur l'écologie qu'on peut trouver sur les journaux, hein, Le Parisien, Reporter, BFM, etc. On a quand même beaucoup de choses qui sont dites et des fois un petit peu bizarrement amenées, on va dire. C'est amené dans un certain sens pour faire dire certaines choses. Hein. On est vraiment dans l'écologie, il y a vraiment beaucoup de dogmatisme en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont poussées derrière. Et du coup, on a la chaîne qui va parler donc elle est là pour traiter les biais. Et je vais faire pas une seconde chaîne, hein, mais un nouveau format qui va s'appeler Chronique Carbone. Voilà. Comme ça, vous le savez. Et cette vidéo, c'est la première vidéo de la playlist qui va s'appeler Chronique Carbone. Sur ce, mes petits permaculteurs, jardinez comme vous aimez. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. La bise.